Tour de dire quelques mots sur ce déplacement donc, que nous avons effectué à Washington avec le président de la Commission Bruno Fuchs, avec Franck Riester. Je voudrais d'abord souligner le niveau des rencontres qu'on a faites là-bas. Un élu démocrate, 3 élus républicains, conseiller stratégique au Pentagone, une secrétaire d'État, l'ambassadeur de France aux États-Unis. En fait, ces rencontres-là, les échanges que nous avons eus permettent d'avoir un retour sérieux, et en tout cas un aperçu sérieux et clair de l'orientation politique des États-Unis de Donald Trump et de l'orientation politique aussi à l'international. Alors, d'abord, force est de constater la rapidité des mesures assénées par l'administration Trump. C'est une stratégie d'ailleurs qui est revendiquée, celle du shock and awe. C'était d'ailleurs le nom de la stratégie des Américains lors de la guerre en Irak, c'est-à-dire de frapper très fort, très vite, de manière à mettre tout le monde en état de sidération. Et depuis notre déplacement, il y a à peine 2 semaines, on a eu de nouvelles annonces concernant les droits de douane. Donc tout va effectivement très vite et se passe de manière très rapide. Si bien que tout espace, l'Europe, la Chine, est considéré comme un espace concurrent potentiel par les États-Unis. Donc la victoire de Donald Trump, l'installation de son administration, ses premières décisions constituent un bouleversement politique, géopolitique majeur et désormais impossible à ignorer. Et elle contraint toutes les sociétés à réagir, soit en se pliant aux desiderata états-uniens, soit en adoptant une voie alternative. Et je crois que c'est cette voie alternative qui fait l'objet de discussions et de débats, y compris au sein de notre délégation. Le constat, c'est que nous sommes tous obligés d'analyser froidement la situation et d'adapter profondément notre référentiel diplomatique et économique. Et la France devrait occuper un rôle diplomatique de premier plan, mais d'après moi, elle ne le fait pas suffisamment, et 2, elle n'est pas sérieusement considérée par Donald Trump. Alors, c'est clair que lorsqu'on s'adresse aux élus qu'on a rencontrés, y compris les élus les plus MAGA, évidemment, qui parlent de la France, de l'Europe, en des termes qui ne sont pas insultants, parfois flatteurs. Mais bon, lorsqu'on regarde les faits, par exemple, les négociations qui ont lieu sur la guerre en Ukraine écartent les dirigeants européens, écartent la France comme le reste des États européens. Ils ont lieu directement entre Trump et Poutine. Si bien qu'on peut se poser les questions des conditions qui sont mises sur la table et qui sont potentiellement aussi les conditions de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a encore question de franchissement des frontières, des territoires annexés? Enfin, la question se pose. Ce qui est clair, c'est que Trump ne rechigne pas à aller à l'affrontement. Il amène lui-même le choc commercial, militaire. Et nos entretiens ont été très clairs et très transparents sur cet aspect. Toute l'action diplomatique, toute l'action militaire est orientée autour d'une confrontation commerciale guerrière, notamment avec la Chine. Ce qui signifie notamment passer rapidement le chapitre de la guerre en Ukraine. Trump a besoin de refermer ce chapitre-là pour se consacrer à la confrontation avec la Chine. Et rester aligné sur les États-Unis signifierait accompagner ce choc militaire, car il est peu probable que la Chine reste sans rien faire face au traitement que leur infligent les États-Unis d'Amérique. Donc les États-Unis ne peuvent pas être considérés comme des partenaires pour la France. Et effectivement, au moment de notre déplacement, nous étions en plein dans le scandale de la fuite de la boucle Signal, dans laquelle l'Europe était considérée comme pathétique. Donc on ne peut pas faire plus transparent que ça. Et le slogan trumpiste America First indique bien que les États-Unis défendent avant tout et uniquement ce qu'ils considèrent être leurs intérêts. Alors, dans le rapport, il est souligné que la France serait l'un des rares pays à pouvoir apporter un concours spécifique utile, ce qui la placerait dans une position d'interlocuteur régulier et de partenaire. Il est mentionné l'obtention d'un cessez-le-feu au Liban, mais force est de constater que les États-Unis ont intensifié leur lien, en tout cas ont mis l'accent sur le lien avec et l'alignement avec la politique de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Et depuis d'ailleurs, le cessez-le-feu a été violé et les frappes se sont intensifiées, se sont renouvelées à Gaza comme au Liban.
Par ailleurs, moi, je constate pour ma part, je le dis à titre personnel, que les échanges entre le président français et le président nord-américain n'ont pas permis d'inflexion de la politique de Donald Trump. C'était ce qui avait été revendiqué par Emmanuel Macron fin février, il revendiquait d'avoir clarifié les choses avec son homologue. En réalité, par exemple sur le dossier ukrainien, il n'y a pas eu de garantie de sécurité de ce que les États-Unis pouvaient envisager pour l'Ukraine. Et à peine quelques jours plus tard, une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies avait été déposée par les États-Unis pour demander une paix rapide dans laquelle il n'était plus question de rappeler le droit international ni de restituer à l'Ukraine les droits annexés. Donc, dans ce contexte-là, il paraît difficile de continuer à qualifier les États-Unis d'Amérique de partenaires. Alors se pose la question de la stratégie européenne, et notamment ce qu'on envisage par une autonomie stratégique européenne. Alors pour moi, cet objectif, il me paraît difficile à atteindre. Les récentes décisions des dirigeants européens sur la reprise en main de leur défense vont plutôt dans le sens de ce qu'exige Donald Trump et l'administration Trump. Par exemple, le fait de demander d'augmenter la contribution de dépenses de 2% à 5% du PIB des États européens se traduit par le plan annoncé par Ursula von der Leyen, qu'elle a appelé Réarmer l'Europe, qui a un plan de 800 milliards d'euros destiné à renforcer la défense européenne. Et lorsqu'on fait le calcul, ça revient à peu près à 5% du PIB des pays européens. Donc on ne semble pas prendre l'orientation du tout d'une rupture avec l'alignement avec les États-Unis. Et pourtant, on est vraiment dans ce moment clé de est-ce qu'on veut suivre les États-Unis dans leur stratégie guerrière, d'affrontement, violente, brutale, etc. ou est-ce qu'on prend une décision de rupture avec cela. Ensuite, les annonces renouvelées de droits de douane, la guerre des droits de douane annonce une crise profonde du capitalisme. Les États-Unis provoquent un affrontement commercial et monétaire pour imposer leur domination économique dans le monde. Je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas ignorer le fait qu'effectivement, c'est la position des États-Unis, la position de domination que Trump veut revendiquer. Et cette guerre commerciale ouverte ne peut mener que vers des conflits sociaux plus intenses en France, en Europe, dans le monde. La mise en application des mesures de droits de douane par les États-Unis d'Amérique est un événement considérable qui s'apprête à désagréger les échanges commerciaux mondiaux. C'est toute l'organisation politique, économique, sociale depuis plus de 40 ans qui est remise en question par Donald Trump. Et de tels changements auront nécessairement des conséquences importantes sur l'organisation du monde, sur les liens entre les pays. Alors, je le dis, mais nous, à la France Insoumise, nous n'avons jamais été partisans du libre-échange. Donc, on ne considère pas du tout que ça sera la solution pour sortir de cette crise. Nous avons toujours considéré qu'il n'était pas possible de procéder à la hache pour mettre en place le protectionnisme nécessaire pour permettre à la France de retrouver, par exemple, sa souveraineté alimentaire et sanitaire. Et c'est pourquoi, quand on parle de protectionnisme solidaire, c'est, par exemple, un retour au bilatéralisme pour la négociation, par exemple, des droits de douane en fonction des intérêts mutuels. Donc, condamner la politique brutale de Donald Trump ne signifie pas que nous serions, d'une manière ou d'une autre, ralliés à la doctrine du libre-échange. Et il est clair que le choc que Donald Trump veut infliger est inacceptable. Et pour y répondre, il va falloir dépasser les cadres traditionnels dans lesquels nous sommes depuis plus de 40 ans en France et en Europe. On ne peut pas résumer les possibilités à soit on négocie ce qu'on peut en continuant d'acheter des produits américains, soit on applique des droits de douane réciproques au détriment de la consommation populaire. Pour essayer d'approcher de ma conclusion, il est question dans ce rapport d'envisager le non-alignement. Alors, on n'envisage probablement pas le non-alignement de la même façon avec mes collègues. Je vais dire ce que moi, je défends par le non-alignement. Je considère qu'il faut envisager un redéploiement autour d'un projet altermondialiste, en rupture avec l'idéologie du libre-échange, autour d'une lutte commune pour la protection des biens communs planétaires. Par exemple, les pays du petit bassin méditerranéen, France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Algérie, Maroc, etc., sont des partenaires de coopération puisqu'on partage un écosystème, et un écosystème qui a été fragilisé. La France est étendue sur tous les continents. Elle a donc vocation à renforcer ses coopérations avec les puissances émergentes ou réémergentes d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Ces dernières sont les voisins immédiats d'une France d'outre-mer qui demande à être prise en compte et constitue un formidable atout stratégique.
Les pays francophones, notamment en Afrique, sont également des partenaires naturels avec qui nous devons envisager une relation. En tout état de cause, la situation internationale impose de tenir compte de la rupture frontale et brutale voulue par Trump. La France ne doit pas être simplement en réaction, mais retrouver la maîtrise stratégique et diplomatique dans la réorganisation du monde. Toutes les sociétés du monde vont être mises au défi de savoir ce qu'elles veulent faire, c'est-à-dire s'aligner, appliquer les desiderata des Nord-Américains, de Trump, payer un tribut tel que les 5% de leur PIB pour les dépenses militaires, ou bien s'inscrire dans une logique alternative, c'est-à-dire de non-alignement aux côtés de tous ceux qui refusent de céder, qui refusent d'entrer dans une logique de confrontation violente guerrière. Donc, en somme, c'est un moment qui est à la fois très dangereux, mais qui peut être plein d'opportunités, à condition qu'on sache les saisir. Merci beaucoup pour ces deux propos préalables qui expliquent bien le niveau d'intervenants qu'on a pu voir et les perceptions très claires et qui, dans les jours et semaines qui ont suivi notre mission, ont été confortés par l'enchaînement des faits. À présent, nous sommes dans un format dans lequel il n'y a pas de prise de position par groupe, mais un débat assez libre en fonction des intervenants. Donc, c'est assez court, genre 45 minutes, il y a des droits de suite, on peut échanger. Non, mais on peut être plus long aussi. Mais l'idée, c'est qu'on puisse également avoir une conversation et pas uniquement question-réponse. Voilà, c'est ça l'idée. Et je vais commencer à donner la parole à M. Alain David, qui a manifesté l'idée il y a quelques minutes dans la séance précédente d'intervenir. Merci, Monsieur le Président. À l'heure où les tensions avec les États-Unis se durcissent, tant sur le plan commercial que du fait des divergences diplomatiques, votre déplacement est un exemple de diplomatie parlementaire. Un rapport sera d'ailleurs, je crois, prochainement présenté sur ce sujet par notre collègue Pierre Pribetich, et je ne doute pas qu'il confirmera l'utilité de la diplomatie parlementaire et du soft power, et non de la diplomatie papouille. Dès lors, une question se pose. Comment la France peut-elle redynamiser ces outils diplomatiques en matière de soft power et en faire un nouveau levier stratégique dans notre relation avec les États-Unis en particulier? Merci pour votre question. Qu'est-ce qui veut se lancer dans la réponse? Peut-être monsieur Riester. C'est presque une question pour vous, Monsieur le Président, mais non, simplement vous dire d'abord que concrètement, ça s'est traduit sur le terrain aux États-Unis, puisque c'était l'occasion pour nous notamment de faire passer des messages aux plus proches de Donald Trump de ce qu'était notre ressenti, notamment dans un déjeuner qui, je pense, a été utile de ce point de vue-là avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, qui est un élu de Floride, comme ce qu'on appelle son rond de serviette à Mar-a-Lago, et on lui a fait passer des messages de ce qu'on ressentait, par exemple sur la guerre commerciale, par exemple sur les relations avec la Russie et le comportement de Vladimir Poutine, la façon dont on était exclu d'un certain nombre de discussions. Et je pense que oui, la diplomatie parlementaire, de ce point de vue-là, peut avoir un rôle très important. Et je pense qu'il faut continuer à l'articuler avec la diplomatie classique. Lorsque j'étais au Quai d'Orsay en charge du commerce extérieur, l'attractivité, la francophonie et des Français de l'étranger, j'ai souvent été en contact avec des parlementaires pour aussi échanger avec eux et leur demander de faire passer des messages complémentaires à ce que moi je pouvais faire passer officiellement. Je crois que c'est vraiment très utile et un outil d'autant plus important que les fondamentaux finalement de la diplomatie classique sont en train de bouger avec cette méthode Trump transactionnelle de rapport de force et qui manifestement a vocation à persister dans ce monde multipolaire où le rapport de force, la loi du plus fort, devient de plus en plus la règle. Madame Oziol. Moi, ma conviction est renforcée que on n'est plus dans un niveau de discussion, où Trump, son administration, considère s'adresser d'égal à égal, que ce soit avec la France, avec l'Europe ou avec n'importe quel pays du monde. Il y a une vision hiérarchique des choses.
on est poussé. Alors, il y avait des annonces. Je veux dire, Trump ne rompt pas radicalement. Je veux dire, les États-Unis ont toujours eu cette tradition de défendre leurs intérêts. L'IRA de Joe Biden, c'était déjà du protectionnisme, notamment de l'économie américaine, nord-américaine. Et donc là, on est vraiment face au constat. Enfin, je veux dire, on peut plus faire comme si on ne savait pas. Il y a une volonté affichée, revendiquée, de mener un affrontement commercial, parfois même guerrier, avec quasiment tous les espaces ou un grand nombre de pays dans le monde. L'Europe en fait partie, la France en fait partie. Maintenant, c'est en fait à nous en fait de sortir des cadres, notamment atlantistes, dans lesquels on avait tendance à considérer les États-Unis comme un partenaire fiable, loyal, respectueux. Bon, ce n'est pas le cas. Non seulement Trump, son administration ne s'adresse pas de manière respectueuse à la France et à l'Europe, mais leur politique est une politique d'affrontement. Donc on doit en tenir compte. Et puis, puisque Franck Riester m'y autorise, je vais peut-être faire 2-3 éléments assez courts, puisque c'était assez bien répondu, mais c'est un sujet qui est encore plus important qu'il ne l'était avant, ou plus important que dans des situations où les relations d'État à État sont à peu près codifiées, clarifiées, et les acteurs arrivent à créer des politiques publiques qui créent plus d'intérêt pour les deux pays. Là, on a affaire à un pouvoir avec une forte idéologie, avec des certitudes. Et donc, il faut très nombreux essayer de se déplacer pour faire bouger les lignes, pour faire bouger les opinions publiques, pour leur faire comprendre que la vision qu'ils ont n'est pas forcément la vision qui pour laquelle ils vont avoir un avantage eux-mêmes, parce qu'on voit bien que les premiers en tout cas impactés vont être les citoyens américains de ces politiques-là. Et donc, on a besoin de renforcer très fortement nos actions de diplomatie parlementaire. Et il y a une action qui me paraît très intéressante, qui est un déplacement à Washington au mois de juin des présidents des commissions des affaires européennes d'un certain nombre de pays européens, pour aller en masse réellement à Washington. Et je me félicite en tout cas que la Commission affaires étrangères française a été la première, a été les premiers, même parmi les politiques, à aller aux États-Unis et à pouvoir faire état d'un certain nombre de préoccupations qu'on avait, mais également de situations qui ne sont plus dans leur champ de pensée. Ils ont une pensée tellement unilatérale qu'il faut enrichir et montrer qu'il y a d'autres paramètres sur lesquels ils peuvent intervenir et pour lesquels ils doivent tenir compte pour leur propre intérêt et l'intérêt, bien sûr, de la relation bi et multilatérale. Voilà. Monsieur le Président, juste en complément, je réunirai à la reprise fin avril le groupe d'amitié France-États-Unis pour voir justement de quelle manière on peut conduire des actions, et notamment avec évidemment les élus américains, mais aussi états-uniens, mais aussi avec la société civile, parce que je pense que dans la diplomatie parlementaire, il y a aussi un contact avec la société civile qui est important. Ouais, parce qu'on n'a pas insisté suffisamment, mais le rapport en fait état sur le nombre relativement important d'experts, de think tanks, donc de penseurs, d'universitaires que l'on a pu rencontrer, plus nombreux encore que les responsables politiques, et qui justement permettent de mobiliser les opinions publiques et de mieux comprendre aussi comment les réalités aux États-Unis ou états-uniennes, comme disent certains, qu'on lit les rapports quand même. Donc, je voulais vous remercier de cette contribution à notre rapport, et je donne la parole à Madame Liliana Tanguy. Merci, Monsieur le Président, et merci de rappeler l'importance de la diplomatie parlementaire que j'essaye à mon niveau d'appliquer le plus possible depuis que je suis députée de cette commission. Et d'ailleurs, grâce à votre proposition, nous l'avons inscrit aussi à l'ordre du jour, un rapport sur la diplomatie parlementaire au sein de notre commission ici, dont je suis co-rapporteur avec M. Pribotich. D'accord. Je me tarde le moment où vous direz que vous avez été. Non, mais on est en train de préparer. On est en train de préparer nos auditions, et d'ailleurs on prévoit d'aller à Washington pour interroger nos homologues américains. Moi, je voulais revenir sur le débat public autour des droits de douane.
parce que j'ai l'impression que des fois, c'est pas très clair. Et est-ce que dans vos échanges, vous avez vraiment mis en évidence que ce sont les importateurs qui paient les droits de douane et qui les répercutent sur les consommateurs. Donc la politique menée par les Américains, finalement, c'est un prélèvement net sur les Américains. Et donc les premières victimes de cette politique protectionniste, c'est le pays qui la pratique. Donc ça peut aussi être une conséquence néfaste aussi sur la compétitivité des exportateurs qui peut être dégradée automatiquement. Donc, est-ce que ce fait est bien présent dans l'esprit des Américains? Parce qu'eux, ils parlent de America First, on veut défendre nos industries, etc. Mais en réalité, ce sont les classes moyennes et les classes les plus défavorisées qui seront les premières victimes. Et donc, face à cela, est-ce que vous avez évoqué la position, enfin la manière dont l'Europe va riposter? Est-ce que le fait qu'on ne veut pas rentrer dans l'escalade, mais qu'on veut cibler des produits emblématiques américains, notamment les médicaments, parce qu'ils importent beaucoup de médicaments français, pour leur faire comprendre qu'il faut cesser cette politique délétère? Oui, merci Liliana. J'ai oublié tout à l'heure, et j'en profite pour le faire, pour remercier Monsieur le Président pour la qualité de l'organisation du déplacement, et remercier Laurent Saunier qui a été cheville ouvrière de ce déplacement et cheville ouvrière aussi du rapport. Et c'est un gros travail de fait, donc merci à lui. Et merci à vous, Monsieur le Président. Oui, bien sûr, et quand j'évoquais tout à l'heure en réponse à Alain David la question des messages que nous avons fait passer à un certain nombre de responsables républicains, bien sûr que c'est quelque chose qu'on a évoqué, c'est que la guerre commerciale, c'est du perdant-perdant. On l'avait vu, on l'a rappelé lors du contentieux en 2020 Airbus-Boeing, que très vite, quand l'Europe avait mis des tarifs aussi sur les Boeing, en réaction aux tarifs qui étaient mis sur les Airbus par les États-Unis, finalement, les deux constructeurs d'avions perdaient des parts de marché et perdaient des marges. Et que donc, c'était ni l'intérêt des Américains, ni notre intérêt. Et qu'il fallait plutôt se mobiliser vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs dans le monde qui, eux, ont des pratiques déloyales et qui sont dans des pratiques qui sont de rupture dans la compétition normale, plutôt que de se battre entre nous. Et on a évoqué le fait que c'était important de cibler intelligemment, effectivement, les sanctions. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on a fait remonter, là, pas aux Américains, mais au niveau français et européen, le fait que ce n'était pas une bonne idée de taxer le bourbon, parce que c'était absolument contre-productif, puisque ça donnait la possibilité à M. Trump de remettre des tarifs sur le champagne et sur le vin, comme il était important de cibler les sanctions sur des produits qui touchaient directement des responsables qui ont un poids dans le système Trump. À l'époque, avaient été taxés les cranberries dans un État qui était un État tenu par un dirigeant, enfin un élu républicain très influent qui n'était plus en responsabilité. Donc continuer à taxer les cranberries alors que c'est un démocrate qui est en responsabilité, ça n'a aucun sens. Il faut utiliser ces tarifs douaniers de manière ciblée, d'une façon ferme, mais intelligente et ciblée pour mettre la pression sur les élus qui ont un poids dans le dispositif de Trump. Oui, effectivement, c'était le sujet prégnant, sachant qu'au moment où on y était, on savait qu'il allait y avoir de nouvelles annonces de droits de douane, de taxes sur les droits de douane au 2 avril, confirmées, encore plus hautes, etc. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, bon, il y avait les échanges qu'on avait, et puis il y a de toute façon ce qui est décidé par Trump et son administration, qui décide en cercle fermé. Donc, c'est pas leur sujet, en fait, de savoir comment on va rétorquer, etc. Eux, ils veulent appuyer leur domination sur le monde. Voilà. Et en rouleau compresseur, ils appliquent leur politique et ce qu'on a à leur répliquer, finalement, les fera assez peu dévier de cette volonté-là. Et j'ajoute que
oui, non seulement c'est clair que ça va avoir des répercussions sur la société américaine, il va y avoir de l'inflation chez eux, mais il va y avoir de l'inflation partout. Par ricochet, on va avoir des répliques et donc des conséquences sociales qui vont être très lourdes et qu'en fait que nous devons anticiper maintenant. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, pour rebondir dans une discussion un peu libre là, clairement, moi, je pense que un des leviers qui peut faire revenir le président Trump sur ses décisions, c'est quand même la réaction des Américains eux-mêmes. Les consommateurs qui vont payer plus cher leurs produits importés, les actionnaires et épargnants et retraités américains, ça a été évoqué tout à l'heure aussi dans la précédente audition, qui voient leur épargne fondre comme neige au soleil. C'est plusieurs milliers de milliards de dollars qui ont fondu avec le krach boursier aux États-Unis. Donc, il va y avoir, à mon avis, j'en suis convaincu, une pression sur Donald Trump. Et puis, deuxièmement, moi, je crois quand même, il faut que ça soit ciblé, il faut que ça soit intelligent, mais à la réplique européenne. Là, la réplique chinoise a été tellement violente, et je dirais presque très bien comme ça a focalisé l'attention des Américains et de Donald Trump sur les Chinois. Nous, il faut qu'on soit plus fin, plus ciblé, mais il faut qu'on soit ferme. Je rappelle, et je l'ai évoqué à l'instant, mais je veux insister dessus, quand on a mis les tarifs douaniers sur Boeing, un certain nombre de produits en réaction à ce qui avait été fait chez Airbus, ça a fait bouger l'administration Trump, et son administration est revenue à ce moment-là à la table des négociations, avant même l'arrivée de l'administration Biden, pour dire comment on sort de ce contentieux qui est mauvais pour nous. Et donc il avait la pression de Boeing et des autres producteurs de produits qui avaient été taxés. Et donc quand même, la fermeté et les répliques en matière de tarifs douaniers, ça fait mal et ça peut le faire bouger. Voilà, et puis avant de passer la parole à Michel Herbillon, un point là-dessus, c'est que plusieurs interlocuteurs qu'on a vus, dont un qui était très proche de l'administration Trump, nous disent tout le fait que ce soit plutôt mal fondé de créer ces tarifs, personne n'y croit vraiment, mais la réponse c'est de dire le président Trump les veut, on ne peut rien faire, on va les faire, on va les mettre, puis après on essaiera de faire diminuer ces tarifs dans les négociations. Donc autour de lui, je ne suis pas sûr qu'ils soient très très nombreux, sauf un ou deux économistes et idéologues pour pousser cette ligne-là, mais on ne peut pas l'empêcher. Donc leur objectif, c'est de s'afficher sur cette stratégie et puis progressivement de faire baisser un petit peu la tension sur les tarifs. Michel Herbillon. Merci. Qui a déjà épuisé une partie de crédit dans d'autres sessions ce matin. Non, c'est une boutade. Compte tenu de l'immensité des participants à cette réunion, je suis extrêmement heureux de votre libéralité, mon cher président, cher Bruno. Donc, d'un mot, j'ai entendu la relation de votre voyage avec intérêt et je vous en remercie. Au-delà des paroles de convenance, lorsque vous avez rencontré les élus républicains, et des bonnes paroles sur les liens avec la France, etc., etc. Fondamentalement, est-ce que vous avez ressenti ou pas que ce qui focalise l'intérêt du président Trump, et ce n'est pas le seul, c'était le cas déjà avant, c'est qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire. Il n'en a pas grand-chose à faire de l'Europe. Très franchement, quand on rencontre des Américains, y compris bien éduqués, ils ne savent pas exactement configuré sur la carte où se trouve exactement chaque pays d'Europe. C'est ça la réalité. Hein. Et je me souviens bien d'un Américain diplômé de Stanford, donc d'un très très bon niveau, qui m'a dit « Mais c'est normal, vous non plus, vous ne savez pas exactement localiser chacun des pays d'Afrique sur la carte de l'Afrique. » Quand on entend ça de la part des Américains, ça remet un petit peu les choses en perspective sur l'importance du rôle de la France aux yeux des Américains. Est-ce que vous avez ressenti cela sur le fait que les républicains sont focalisés sur une seule chose, c'est que Donald Trump fait la politique de son électorat, d'une part, et deuxièmement, qu'il est essentiellement focalisé sur sa confrontation avec la Chine dans l'Indo-Pacifique et pas seulement sur ce qui se passe et sur les états d'âme des Européens et à l'intérieur de l'Europe des Français. Franck Riester. Oui, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, très clairement. Bon, alors, l'histoire de où on place la France et où c'est exactement, ça a toujours été le cas, effectivement, des Américains. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un pivot très fort à partir des années Obama,
de la stratégie américaine en matière de politique étrangère et militaire et géopolitique, de passer de l'Atlantique au Pacifique, pour faire simple, et à focaliser sur la menace chinoise. Et Trump va plus loin encore, et c'est encore plus une obsession, mais c'est quelque chose qui est déjà très prégnant depuis les années Obama. Ce qui fait la différence, et on l'a bien senti dans les discussions avec les républicains, c'est le positionnement par rapport à Poutine, où on a vu, je dirais, et c'est un peu générationnel aussi, des élus républicains un peu plus âgés, plutôt qui sont rentrés dans la vie politique sous Bush, être à nous tenir un discours très dur vis-à-vis de Poutine et dire nous les Européens sont nos alliés et Poutine faut qu'il perde. Ce qui n'est pas du tout le discours évidemment de Trump et des MAGA, qui eux, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous disent très clairement, quand on leur pose la question est-ce qu'on est des alliés, ils réfléchissent, ils ne disent pas oui tout de suite, ils disent le président Trump a dit non. Enfin, des alliés, c'est d'abord des capacités que vous nous apportez et pas des dépendances. C'est-à-dire, on ne veut pas d'alliés qu'il faut soutenir en permanence parce qu'ils sont radins en gros et ils ne payent pas assez pour leur défense. On veut des Européens qui viennent nous aider si jamais on a un problème avec la Chine. Et c'est ça vraiment le shift qui a été fait par Trump, sans compter évidemment sa relation avec Poutine et presque son admiration de Poutine et sa volonté d'arrêter la guerre à tout prix, au mépris même des valeurs, au mépris même de ce qu'a toujours été la politique américaine en matière de soutien à ses alliés européens. Non, très bien. Non, enfin, je pense que Franck a tout dit. J'ai quand même, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'autour du président Trump, il y a des rivalités d'influence considérables. Les gens ne sont pas du tout alignés autour de lui. Il y a 3 grands cercles, dont une partie de républicains réganiens, comme ils les appellent, qui sont donc plutôt traditionnels dans la relation avec l'Europe, où eux parlent très clairement de partenariat, de fidélité aux valeurs de la paix, de la liberté. Enfin, ils sont encore sur cette universalité que les États-Unis ont toujours jusqu'à présent porté. Et pour moi, intuitivement, je dirais qu'ils sont quand même assez nombreux, mais qui n'ont pas aujourd'hui la capacité de faire entendre leur voix, mais qu'ils attendent le bon moment. On a eu, pour raconter une anecdote, on a croisé par hasard le président de la commission des affaires militaires. On a croisé donc un échange très, très rapide. Et je lui dis, bon, quand même... ça chauffe quoi, chez vous, comment vous vous manifestez? Il dit, écoutez, la messe n'est pas dite, laissez faire, on aura la main un jour ici, au Congrès. Donc voilà, il y a des gens qui attendent et qui attendent que le mal soit fait et qu'ils puissent prendre la main pour expliquer tout le mal qui a été fait par... Et ça, dans l'entourage du président Trump. Donc les rivalités vont créer des dissensions, je pense, dans les semaines à venir. La parole à Christine Engrand et puis ensuite à Madame... Chiquero. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport concernant votre visite à Washington et ses conclusions. Alors, à l'époque, j'avais le sentiment, quand je l'ai lu, que vous reveniez avec le sentiment d'un dialogue renforcé et d'une présence intellectuelle française consolidée. Or, là, en quelques minutes, j'ai le sentiment que c'est plus du tout le cas. Et justement, c'est un peu ça l'histoire, c'est que vous n'aviez pas ressenti, justement, que M. Trump allait prendre ses décisions, parce que c'est un petit peu le décalage que j'ai, parce que j'ai repris, vous avez rencontré des chercheurs, des conseillers, des représentants d'un pays qui assume pleinement une politique industrielle volontariste, massive, à travers l'Inflation Reduction Act, une Amérique qui avance ses pions sans complexe, pendant que l'Europe débat encore de ses règles du jeu. Donc ça, c'est ce que j'ai lu. Et aujourd'hui, là, quand vous me parlez de Trump à l'instant, j'ai le sentiment qu'il y a eu un décalage entre votre visite et aujourd'hui le ressenti que vous en avez. Alors peut-être que je me trompe. Bon, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est aujourd'hui nous avons un décalage complet, la France et l'Europe, par rapport à une réaction que nous aurions dû avoir immédiatement par rapport justement à ce que Trump a mis en place. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas le cas. Vous me parlez de diplomatie, mais est-ce que notre diplomatie est-elle prête aussi actuellement à relever le défi? Là aussi, je pense qu'il y a aussi un écart entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui devrait être fait. Donc justement, je pense que, comme l'a dit d'ailleurs M. Herbillon à l'instant, je pense que la France et l'Europe ne représentent plus rien pour M. Trump et que nous sommes carrément en dehors du sujet. Merci. Merci. Non, je peux commencer. Non, moi, j'ai fait des ajouts assez personnels d'ailleurs sur ce sujet, qui portent la position de mon groupe en fait, sur le fait que non seulement
nous sommes renforcés dans l'idée que l'alignement avec les États-Unis, ce qui s'appelle l'atlantisme, en fait, nous mène par exemple là à devoir décider de manière extrêmement rapide et de manière extrêmement stratégique notre positionnement. C'est quoi défendre les intérêts européens et c'est quoi défendre les intérêts français quand les États-Unis, eux, ont décidé très clairement de défendre les leurs, y compris en écrasant tout le monde. Maintenant, je sais que c'est la vision qui est propre à la France insoumise, donc c'est pour ça que je les défends moi particulièrement. Par ailleurs, ça pose aussi la question, oui, de quelle est la vision du Trumpisme, qui voit des intérêts à s'aligner avec le Trumpisme, qui participe au rassemblement appelé par l'extrême droite américaine. Voilà. Je ne suis pas aussi radical que vous, en tout cas, sur la volonté de négliger l'Europe comme ça. Je pense qu'il y a un repositionnement stratégique qui a été dit des États-Unis qui voit peut-être dans une forme de nostalgie de la guerre froide un conflit avec la Chine, donc pour faire apparaître deux grandes puissances. Peut-être que c'est le modèle dans lequel se trouve le président Trump. Je pense que le monde est fait de rivalité entre deux grandes puissances, et le fait qu'ils veulent mobiliser l'intégralité de leurs moyens de lutte, notamment militaires, vers un conflit, pas forcément armé, mais en tout cas de puissance et de rivalité avec la Chine, fait que l'Europe devient secondaire. Tout euro investi en Europe ne l'est pas contre la Chine. Donc il y a aussi cet élément stratégique qui rentre en ligne de compte. Et puis la volonté, à mon avis, de rendre l'Europe, ou d'inféoder l'Europe, ou de subordonner l'Europe ou les États européens à la puissance américaine. Ils ne l'auront pas par leur influence naturelle, donc ils veulent leur prendre par la force en subordonnant. Certainement, de mon avis, comme l'a expliqué fort pertinemment le Premier ministre de Villepin, en faisant tomber les pays un après l'autre pour qu'ils puissent ensuite les piloter et avoir des sortes de proxy dans des certains nombres de pays européens. Peut-être sur un point de vue commercial, parce que je partage exactement ce que vous avez dit, Monsieur le Président, sur la partie géopolitique. Sur la partie commerciale, d'abord, moi je pense que la réponse pour l'instant européenne est la bonne, c'est-à-dire pas de précipitation. Être ferme sur ce qui a déjà été mis en place. Je rappelle qu'il y a eu la mise en place de tarifs douaniers dans le cadre du contentieux acier-aluminium. Et donc, il y a une réplique européenne là, dans tous les prochains jours. Et ils réfléchissent au niveau européen, en lien avec les pays, en lien avec les différents secteurs d'activité, pour voir quelle est la meilleure réponse, la plus ciblée, la plus utile, avec le moins d'impact négatif sur les Européens. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, plutôt que d'avoir une réponse, certes rapide, mais qui est contre-productive. Et on voit bien que les Chinois, là, ils sont dans une réponse très frontale, qui fait qu'ils focalisent tout l'antagonisme américain. Et je pense qu'on a intérêt, nous, à être ferme, à être rapide, mais pas précipité dans la réponse, pour être les plus efficaces et les plus utiles à l'économie mondiale et à l'économie européenne, en l'occurrence. Voilà, merci. Et puis, le meilleur arrivant très fréquemment vers la fin, je donne la parole à Madame Sophie. Collègues, parce que ce voyage, j'estime que était indispensable et vous avez très bien fait de le faire. En effet, on est sorti brutalement d'une certaine naïveté et on a été pris par surprise dans notre relation avec les États-Unis d'Amérique. Je dis nous pour dire globalement français et européens, mais c'est pas un nous qui inclut les insoumis. Vous savez que depuis 2008, les insoumis se sont opposés à ce que la France rejoigne le commandement intégré de l'OTAN et on s'était opposé aussi, rappelez-vous, au traité de Lisbonne qui avait inscrit dans le marbre le libre-échange comme un dogme européen. Donc c'était un tournant très important en 2008, qui aujourd'hui, nous en payons les conséquences très clairement. C'est une stratégie du choc. Nous sommes d'une certaine façon tétanisés. Monsieur Rester, moi je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que notre réaction aujourd'hui est la bonne, ou la réaction de l'Union européenne est la bonne. La question c'est que pourrait-on faire d'autre et que ce qui est fait actuellement. Mais ce n'est pas la bonne. Et je vais vous dire pourquoi je pense que ce n'est pas la bonne. L'Union européenne, ce n'est pas un marché.
L'Union européenne, c'est pas un marché de 400 millions de consommateurs. C'est faux, c'est une vue de l'esprit. L'Union européenne, c'est 27 marchés qui totalisent 400 millions de consommateurs. Et cet échange-là, je l'ai eu directement avec la Chine, parce que moi aussi, je reviens d'une mission en Chine, et avec les autorités chinoises, qui, dans leur approche des pays européens, ont toujours ça en tête. Et qu'est-ce que ça donne au final? Ça donne que la Chine négocie en bilatéral avec tous les pays. Tous les pays en bilatéral. Et ils disent, il y a la position de la Commission européenne, certes, mais il y a les autres pays. Les États-Unis vont faire exactement la même chose, et ça commence dès aujourd'hui. Les Italiens, Meloni est aux États-Unis. Donc, pendant que la Commission européenne prend son temps pour essayer de se mettre d'accord, des pays, dont l'Italie a démarré, donc ça y est, là, c'est l'ouverture du bal pour les pays européens. On va voir ce qu'elle va obtenir. Mais si elle revient en ayant obtenu un tout petit peu, ce sera déjà la précipitation. Thierry Breton disait la semaine dernière en Commission des Affaires européennes, il disait, l'Union européenne, c'est 26 plus 1. Et le 1, c'est nous, les Français. Pourquoi? Et là, il faut prendre les domaines. Quand on prend le domaine de la défense, par exemple, nous ne sommes pas dans la même situation que les 26 autres pays européens, nous, la France. Donc, quand on veut nous imposer d'acheter des armes américaines, de tourner notre économie vers une économie de guerre, nous sommes le seul pays en Europe qui peut dire on n'est pas concerné. Nous n'avons pas aucune raison de nous tourner comme ça, parce que nous ne sommes pas aussi dépendants des États-Unis que le sont les autres pays européens. Notre défense ne dépend pas des États-Unis d'Amérique, mais pas que notre défense, même si nous avons énormément d'interdépendance avec les États-Unis. Nous sommes un pays qui peut s'en sortir presque seul. Donc la réponse, est-ce que c'est la Commission européenne, l'Union européenne? Évidemment qu'on aimerait avoir cette place-là, ce rôle-là, une voix unique de l'Union européenne qui pèserait. Les Chinois me disaient, ce serait bien que l'Union européenne y parvienne pour peser dans le jeu davantage. Mais on n'y est pas encore, et c'est l'inverse qui est en train de se passer. C'est votre question? C'est ma question. Ma question, c'est... attendez, je ne vais pas vous donner mon idée. Alors, à ce moment-là, je vous pose une question. Comment pourrait-on faire autrement maintenant que le bal est ouvert et que l'Italie est déjà allée pour négocier en bilatéral avec les Américains? Alors, vous avez regardé Franck Riester pendant que vous posiez votre question, mais je vais peut-être quand même permettre pas une réponse, mais un élément de réponse. C'est que vous dites c'est 27 marchés. Moi, je regrette que depuis des années, voire des décennies, certains ont freiné cette évolution vers un marché unique et favorisé une Europe beaucoup plus forte et renforcée, dont on paye aujourd'hui le prix. Donc on aurait aujourd'hui une Europe beaucoup plus forte, beaucoup plus renforcée, beaucoup plus cohérente dans ses organes économiques et de gouvernance. On n'aurait pas des Italiens aux États-Unis, on aurait aujourd'hui un représentant européen qui irait négocier en direct. Donc voilà, je pense que c'est un défaut de construction dans le passé. Voilà. Après, je laisse à Franck, je reviendrai s'il faut. Oui, Mme Chicot, c'est toujours un peu la même chose, c'est que vous critiquez l'Europe en disant non, moi je considère que l'Europe n'a pas la bonne réaction, mais finalement vous ne proposez rien d'alternatif. Ah, vous n'avez pas eu le temps. Bon, très bien. Mais critique aux années passées. Non, mais d'abord, on ne peut pas dire que souvent vous dites que l'Europe c'est qu'un marché unique et dire ensuite c'est pas un marché unique. Si l'Europe c'est un marché unique, il faut aller plus loin, comme l'a très bien dit le président, notamment sur les questions financières avec le marché unique des capitaux, mais c'est déjà un marché unique et la politique commerciale est une compétence européenne aujourd'hui. Et aucun pays, toute Italie qu'elle est, ne pourra décider des droits de douane pour les États-Unis. C'est la Commission qui décidera pour le compte des États. Bon. Ensuite, bien sûr qu'on ait nos partenaires, mais aussi rivaux économiques et commerciaux, qui essayent de diviser l'Europe en jouant avec les uns contre les autres. Évidemment, et c'est d'ailleurs ce que font et les États-Unis et la Chine régulièrement. Quand les Chinois viennent mettre des tarifs douaniers sur le cognac français en réaction aux taxes européennes sur les véhicules électriques chinois, c'est pour créer la dissension entre les Allemands et les Français. Comme M. Trump veut le faire aussi de la même façon sur les vins et le champagne. Donc, une des clés, et là vous avez raison, une des clés pour demain, pour garantir que l'Europe puisse se défendre correctement vis-à-vis de ces politiques très agressives en matière commerciale, c'est l'unité européenne. Et il faut dénoncer les pays qui ne joueraient pas l'unité européenne. Et c'est effectivement le fait de voir la première ministre italienne aller, la présidente du Conseil italien aller aux États-Unis
de la sorte, sans coordination avec la Commission, c'est problématique. Pour autant, moi je considère que la stratégie européenne qui est de dire ne surréagissons pas tout de suite, essayons plutôt d'affiner notre réaction pour pas qu'elle soit simplement sur des tarifs douaniers, mais aussi pourquoi pas sur la fiscalité sur les services numériques, qu'elle soit peut-être sur la réciprocité de l'ouverture des marchés publics, et que ce soit un ensemble de réactions plutôt que, entre guillemets, bête et méchante en augmentant les tarifs douaniers. Je trouve que c'est pertinent. Alors après, on verra dans le temps. Est-ce que oui ou non, ça se traduit concrètement par une fermeté et une pertinence des choix? Nous le verrons, nous pourrons en reparler. Mais pour l'instant, je pense que jusqu'à ce moment précis où nous sommes, c'est plutôt la bonne stratégie. Peut-être un ou deux éléments. Quand je parlais de la stratégie du choc qui est voulue par Donald Trump, oui, effectivement, non seulement il l'applique aux États européens, non seulement il se régale quand certains dirigeants proposent de négocier en bilatéral, mais il n'a même pas forcé tant que ça pour jouer des divisions qu'il peut y avoir entre les États européens. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a soit une sidération des dirigeants européens, soit parfois des réactions en ordre dispersé. Giorgia Meloni, elle va aux États-Unis, mais Donald Trump, il a aussi des discussions bilatérales avec Orban, parce qu'on n'a pas encore parlé, on n'a pas eu le temps de parler, par exemple, de la vision politique, de la vision régressive envers les droits humains, les droits des femmes, les droits des LGBT, etc. Il partage ça avec Orban, donc il négocie directement avec ces États-là, avec ce dirigeant-là aussi. On pourrait parler du Danemark, qui envisage de commander des F-35, ces avions militaires, directement aux États-Unis, alors même que les États-Unis menacent d'agression le Groenland, territoire danois. Des fois, on est quand même dans des réactions aussi qui confinent à l'absurde. De la même façon que on fait ce constat-là. Moi, je me suis inscrit en faux dans le rapport avec le fait qu'il faudrait suivre les recommandations des rapports l'État Draghi, parce que je crois précisément que toutes ces recommandations qui sont issues de la Commission européenne nous ont menés dans le mur, nous ont menés au fait que nous sommes en état de sidération actuellement et qu'on pourrait faire autrement. Je crois que j'ai lancé quelques pistes avec ce que c'est notre définition du non-alignement, quels sont les pays avec lesquels on pourrait échanger, partager, définir une stratégie alternative. Bon, voilà, il y a des pistes. Merci beaucoup. Arnaud Le Gall, ou peut-être un mot, mais je voudrais qu'on termine un peu avant 13h. Il y a un format, non, mais après le résultat. Non, je vais essayer de faire le plus court possible. D'abord... c'est inquiétant déjà, le plus court possible. Non, c'est pas ça. Non, mais bon, le format est assez libre, on n'est pas nombreux. Bon, on va finir avant 13h. D'abord, je crois qu'il faut quand même rappeler le cadre global dans lequel s'inscrit la politique de Trump, aussi erratique soit-elle, aussi absurde soit-elle d'un certain point de vue. Mais ça s'inscrit quand même dans le cadre non pas de la fin de la mondialisation, quoi que ce soit comme on l'entend. C'est dans le cadre d'une reconfiguration de la mondialisation capitaliste marquée par la militarisation des concurrences économiques, notamment de la protection des routes commerciales, marquée par le piétinement des règles classiques du libre-échange qui s'étaient imposées depuis une quarantaine d'années, qui n'avaient rien de juste, soit dit en passant, mais en tout cas, il y avait un relatif consensus, et puis marquée par une forme de néo-impérialisme et de prédation à l'état pur. On ne peut pas comprendre les menaces sans le Groenland, sans voir ça, et qui sont intimement liées par ailleurs à l'émergence et à la volonté de maintenir des monopoles, notamment sur le numérique et tout. Et au modèle du numérique lui-même, qui est une simple prédation de données, et on voit très bien comment l'Union européenne est incapable de répondre à ça, et où on ne crée plus de valeur, on utilise de la donnée pour faire de l'intelligence artificielle sans autre fin que l'accumulation illimitée. C'est dans ce cadre-là que quelqu'un comme Musk semble rompre les rangs en disant « moi je veux une zone de libre-échange totale avec l'Europe ». Et au lieu de voir que c'est aussi absurde et que c'est également un piège, on a von der Leyen qui semble répondre qu'elle serait presque d'accord. Alors, ok, ça pointe des failles dans l'administration états-unienne, qui sont des failles très intéressantes à observer, mais ce n'est pas une solution non plus. Quand von der Leyen, elle commence... Parce que moi, j'entends qu'il faille parfois, quand c'est possible, négocier au niveau européen. Mais je le dis comme je le pense, et désolé de le dire aussi brutalement parce que le temps nous est compté. Quand von der Leyen négocie, je crois que c'est l'Allemagne qui négocie. Et c'est pas parce qu'elle est de nationalité allemande, c'est parce qu'elle est alignée sur les objectifs. Quand elle propose une levée totale des droits de douane en précisant, en incluant les voitures, enfin c'est signé quoi. Donc
ce marché européen que vous appelez de vos voeux, plus uni, mais c'est pas la solution à tout. Et parfois, c'est même le problème. Dans le cas du marché européen de l'électricité, c'est une catastrophe. C'est un alignement par le haut des prix qui nuit à notre productivité. Donc, c'est pour ça que je pense que, comme l'a dit Sofia Chikirou, on peut réfléchir à des mesures ciblées, mais aussi bilatérales, en arrêtant de penser et de déléguer à la Commission européenne qui ne fera pas le travail au service de l'industrie française, d'une part, et d'autre part, faire un pas de côté. Arrêter de voir le libre-échange comme l'alpha et l'oméga et l'horizon de tout, parce que d'abord, c'était très inégalitaire aussi. 2, c'est un modèle qui est fini, que ça nous plaise ou non. Et 3, non mais je ne suis pas, moi, pour le protectionnisme à la Trump. On l'a toujours dénoncé. Parce que ce qu'il fait, lui, c'est pas mettre en place une sortie coopérative du libre-échange généralisé qui allait beaucoup trop loin. Il faut un coup de pied dans la fourmilière, il va créer une crise boursière déjà, il va créer une crise économique qui va d'abord toucher les travailleurs américains, mais qui touchera tout le monde. C'est pas ce qu'on veut, nous. Par contre, croire que l'alternative, c'est le libre-échange absolu, comme avant, c'est faux. Il faut faire un pas de côté, analyser quels sont nos besoins réels, et pas juste regarder les balances commerciales, etc. Et en profiter aussi pour relocaliser un certain nombre de productions, réindustrialiser chez nous, sans rentrer dans une guerre commerciale pour autant. D'accord. Oui, je l'ai dit dans mon propos. Bien sûr qu'il y a une volonté d'affirmer une puissance américaine, j'ai même utilisé le mot impérialiste, puissance économique et commerciale, puissance militaire, puissance énergétique, et que tout dans ce moment de rareté d'un certain nombre, qu'a très bien d'ailleurs décrit Dominique de Villepin tout à l'heure, les puissances essayent à tout prix d'aller récupérer un certain nombre de biens, un certain nombre de ressources naturelles et se garantir la pérennisation de leur puissance. Et ils sont prêts à tout pour ça. Et dans ce monde-là, et vous avez raison, on est dans un monde qui a changé. Dans ce monde-là, est-ce qu'on préfère être 27 les uns en essayant de se battre par rapport aux autres, face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie, face à la Turquie, face au Brésil, ou est-ce qu'on essaye d'être ensemble pour être plus puissant? Non, mais est-ce que vous préconisez le bilatéral? Vous dites arrêtons d'aller discuter, de se mettre dans les mains de la Commission européenne, et essayons plutôt de dialoguer, de discuter, de négocier, nous, Français, etc. Mais c'est une vue de l'esprit. Si vous êtes seul, chacun chez soi, chacun pour soi en Europe, vous serez faible par rapport aux puissances. En revanche, d'imaginer qu'aujourd'hui la Commission européenne ne négocie que pour les Allemands, c'est aussi une vision complètement tronquée de la réalité. Quand il y a eu la décision par la Commission européenne de mettre des tarifs douaniers sur Boeing en 2020, dans le cadre de ce contentieux commercial avec les États-Unis, les Allemands ne voulaient pas. Et c'est parce que le président de la République, Bruno Le Maire et votre serviteur se sont battus pour convaincre d'autres partenaires européens de la pertinence de cette fermeté vis-à-vis des États-Unis qu'on l'a obtenu, et que ça a été utile parce que ça a permis de faire revenir à la table des négociations l'administration Trump. Donc vraiment, on a intérêt à plutôt être unis en Européens, influencer les décisions de la Commission, mais surtout pas d'être dans du dialogue bilatéral avec les États-Unis ou avec la Chine, parce que sinon, on est mort, et c'est exactement ce que veulent et les Chinois et les Américains. Peut-être je pense que vous mettez tout sur le même plan. Il y a deux plans différents. Il y a l'attaque massive de laquelle on est victime avec des risques majeurs sur le niveau de vie, la qualité de vie, l'environnement, enfin tous les paramètres qui font notre environnement de vie. Et puis après, il y a le modèle dans lequel on veut être. Donc, la première réplique, c'est être le plus soudé possible pour arriver à faire face aux attaques desquelles on est l'objet. Et puis après, il faut se poser la question, effectivement, du modèle de société, de la fin du libre-échange, de la fin, dans les deux sens du terme, mais du dessin, en tout cas, d'un modèle purement libéral. Voilà, tout ça, il faut se poser la question du comment on crée les règles d'une nouvelle façon de vivre ensemble. Mais c'est deux temps différents. Je pense qu'on ne peut pas se poser ces questions-là dans le même temps, au moment où on est attaqué. On est dans la survie. Oui, mais je sais bien. Mais c'est la raison que le débat doit continuer. Peut-être sur le plan sur le Groenland, moi, il y a beaucoup de facteurs sur le Groenland. Le premier facteur, ce qu'on n'a pas abordé, je voudrais peut-être terminer là-dessus,
c'est la stratégie militaire, la nouvelle stratégie militaire des États-Unis avec une défense des États-Unis et du territoire américain avec un Golden Dome, donc l'incapacité que n'importe quel attaquant pourrait de franchir les frontières des États-Unis. Et dans ce schéma-là, il s'agit d'intercepter les missiles au décollage, le plus tôt possible du décollage, que de l'atterrissage aux États-Unis, l'intercepter le plus tôt possible. Et ça veut dire qu'ils ont besoin du Groenland pour y mettre un certain nombre de satellites et de capteurs et de moyens militaires dans cette zone-là. Il y a également, bien sûr, après, la question des routes maritimes, il y a la question des minerais, des ressources naturelles, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose dont on nous a parlé et auquel on croit plutôt, c'est que le président Trump veut aussi être un des grands présidents qui aura élargi la carte des États-Unis avec un ou deux territoires de plus. Voilà. Ce côté aussi un peu... bon, d'autres ont fait des bibliothèques ou des grands bâtiments, voilà, chacun... Ou des musées. Voilà, etc. Bon, il est, pas encore 13h. Il faut qu'on mette le rapport aux voix. Nous, on peut voter. Oui, oui. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de ne pas voter pour le contenu, en tout cas débattre du contenu dans le vote, mais est-ce qu'on vote pour la publication du rapport tel qu'il a été rédigé, qui est pour. Voilà. Donc, j'en conclus que ce rapport, à l'unanimité, va être publié. Je vous remercie. Et le débat, bien sûr, continue et dans toutes les dimensions et sa richesse telle qu'il est depuis ce matin. Merci beaucoup.